Un missile s'abat sur le silence de l'aube et le destin d'une nation bascule. Le rugissement d'un moteur d'avion se transforme en désastre. Des milliards s'évaporent tandis qu'une nouvelle monnaie apparaît. Ces événements, étrangement connectés, tissent une toile tendue d'incertitude dans l'est de l'Europe et au-delà. Comment un missile à 450 km de portée peut-il redéfinir la guerre? Quel avion de chasse peut s'écraser sur un simple poteau dans la capitale d'un allié? Et comment une monnaie peut-elle perdre 99% de sa valeur avant d'être ressuscitée par un bienfaiteur inattendu? Restez avec nous pour découvrir les réponses. Question à vous. Écrivez-nous d'où vous nous regardez, votre pays et votre ville. Donald Trump a donné son feu vert à la vente de 3 350 missiles aériens à la nation frontalière, une transaction de 850 millions de dollars. Ces systèmes d'armement létal, dont la portée atteint 450 km, sont une aubaine. La part du lion du coup sera prise en charge par les partenaires européens. Selon le Wall Street Journal, les missiles devraient arriver dans 6 semaines. Cette décision a été délibérément retardée, attendant la fin des négociations de Trump avec Vladimir Poutine et le président de la nation d'Europe de l'Est. Le Pentagone, quant à lui, a mis en place une procédure confidentielle. Le lancement de missiles à longue portée, tels que les ATACMS et les Storm Shadow, exige une approbation directe du secrétaire à la Défense des États-Unis. La nation frontalière a célébré ses 34 ans d'indépendance de l'Union soviétique. Les attaques sur le territoire russe s'intensifient. Un drone explosif a été abattu près de la centrale nucléaire de Koursk, déclenchant un incendie et endommageant un transformateur. Le troisième réacteur de la centrale fonctionne à 50% de sa capacité. Un incendie a éclaté au terminal gazier de Novatek à Oust-Louga, près de Leningrad, causé par des débris de drones. La raffinerie de pétrole de Syzran, dans la région de Samara, a également été la cible d'une attaque. Plus de 150 drones ont été abattus en une seule nuit dans 10 régions de la Fédération de Russie. L'aéroport de Poulkovo, à Saint-Pétersbourg, a connu des retards et des restrictions. Un incident insolite a eu lieu en Arménie. Un avion de chasse russe, probablement un MiG, a percuté un poteau à Erevan à 2h15 du matin. Il a traversé une clôture sans faire de blessés. La zone de l'aéroport d'Erebouni a été bouclée. Des protestations ont éclaté devant la 102e base militaire russe à Gyumri, en Arménie. Des manifestants ont scandé « fasciste » et ont exigé le retrait des troupes russes. La Russie, de son côté, s'apprête à injecter des milliards en Syrie en imprimant de nouvelles coupures de la livre syrienne. Les anciennes avaient perdu 99% de leur valeur. Ces faits nous plongent dans un quotidien où l'extraordinaire devient la norme. Question à vous. D'où nous suivez-vous en ce moment? Indiquez votre ville et votre pays. Ces missiles américains de nouvelle génération, les Iris-T, sont des bijoux technologiques. Ils sont 3 en 1, capables d'abattre avions, missiles de croisière, d'intercepter des cibles balistiques en phase finale et même de couler des navires. Leur portée varie de 240 à 450 km, avec une vitesse de 3,5 Mach. Imaginez l'impact. Moscou redoutait profondément ce genre de livraison. Kiev, en revanche, l'attendait avec impatience. Moscou est désormais en alerte. Le mécanisme d'approbation d'utilisation de ces missiles, mis en place par le Pentagone sous l'impulsion d'Elbridge Colby, ancien sous-secrétaire à la Défense, est une épée à double tranchant. Colby, connu pour sa priorité à la confrontation avec la Chine, pourrait limiter l'engagement américain ailleurs, même si cela affaiblit le soutien à la nation frontalière. Cela signifie que même avec ces armes, leur utilisation pourrait être restreinte. La population de la nation d'Europe de l'Est montre des signes de fatigue. Selon des sondages de l'Institut républicain international et du groupe sociologique Rating, l'optimisme de la population quant à une victoire diminue. 80% croient toujours en la victoire, mais seulement 51% sont pleinement convaincus, contre 61% l'année dernière. 12% des habitants de la nation frontalière pensent que le conflit pourrait durer 5 ans ou plus, contre 8% l'année dernière. C'est un signe clair de lassitude. Quel événement dans le secteur de la géopolitique est sous-estimé par les médias? Nommez-le et expliquez pourquoi. Les versions varient. La décision de vendre les missiles a été délibérément retardée par Trump. Cela suggère une tentative de médiation
ou une utilisation de la fourniture d'armes comme monnaie d'échange. Le Wall Street Journal a rapporté ces chiffres. La pause dans l'envoi d'armes à Kiev en juillet est attribuée à Elbridge Colby. Cette information, bien que non pleinement confirmée, pourrait indiquer des figures clés tentant de saboter l'effort de guerre. L'incident de l'avion de chasse russe en Arménie est particulièrement nébuleux. Est-ce une pure négligence ou un acte d'intimidation déguisé en accident, comme certains le suggèrent? L'avion a-t-il été endommagé lors d'un vol de reconnaissance et son pilote a-t-il tenté de freiner avec un poteau pour éviter un crash plus grave? C'est une hypothèse audacieuse. Les protestations arméniennes crient fascistes aux troupes russes, demandant leur retrait immédiat. Le parti Au nom de la République est à l'origine de ces manifestations. La demande de Zelensky d'une rencontre immédiate avec Poutine, sans préalable, est interprétée différemment. Certains analystes la voient donc comme une tentative de rompre le processus de négociation amorcé par Poutine et Trump, un processus positif. D'autres y voient une tactique pour forcer la main de Poutine. Entre la ligne officielle et les murmures des experts, que croire? Le bataillon de système de drones Rugby Team de la 129e brigade a hissé des drapeaux bleus et jaunes dans les villages de Gornal et Geva, dans la région de Koursk. Cela symbolise une revendication ethno-territoriale. La nation d'Europe de l'Est n'oublie jamais ses terres ethniques. C'est un message clair et provocateur. Une source anonyme a même confié à Canal Astro, une chaîne Telegram, que les attaques sur le territoire russe ne cesseraient pas. Personne ne peut nous empêcher de mener ces attaques, car elles représentent la justice. Une déclaration choc qui révèle la détermination sans faille. Qui vous semble le plus fiable sur ce sujet dans cette région? Citez un expert ou un média. L'histoire se répète, sous d'autres formes. Il y a 34 ans, la nation d'Europe de l'Est déclarait son indépendance de l'URSS. Une véritable quête de souveraineté contre ce que beaucoup perçoivent comme un nouvel empire russe. En 2014, l'annexion de la Crimée par la Fédération de Russie a marqué le début des temps difficiles et de l'invasion illégale. Ces événements sont la toile de fond du conflit actuel. L'administration Biden autorisait auparavant les attaques sur le territoire russe, une politique annulée par la nouvelle politique du Pentagone. Donald Trump a récemment déclaré qu'il n'est pas possible de gagner une guerre en se défendant, mais ces paroles n'ont pas encore été suivies d'actes concrets. C'est le contraste entre les mots et les actions qui pèsent lourdement sur la suite des événements. La zone de conflit riposte agressivement. Soumis contre Koursk, attaque énergétique contre raffinerie. Les États-Unis, bien que fournisseurs d'armes vitales, imposent des restrictions d'utilisation. Ils veulent limiter l'escalade, protéger leurs intérêts, tout en cédant aux pressions de ceux qui privilégient la Chine. Moscou, de son côté, aide financièrement la Syrie. Cela renforce une alliance stratégique. La Syrie devient une sorte de colonie financière, dépendante. La Fédération de Russie prouve sa capacité d'influence mondiale. Mais à quel prix pour la souveraineté syrienne? La livre syrienne s'est effondrée, passant de 50 livres pour $1 à 90 000 voire 100 000 pour $1. Une perte de 99% de sa valeur. 40 000 milliards de livres syriennes circuleraient en dehors du système bancaire. La population paie avec des paquets de billets de 5 000 livres. Les anciennes coupures, ornées des portraits de Bachar al-Assad et de son père, sont désormais presque sans valeur. Moscou veut remplacer ces billets. Mais peut-on vraiment parler d'indépendance pour la Syrie dans ces conditions? Qu'est-ce qui, selon vous, devrait être vérifié en priorité pour le prochain épisode? Donnez-nous un chiffre ou une affirmation. L'arrivée des missiles dans environ 6 semaines sera cruciale. Leur impact sur le terrain de la nation frontalière reste à voir. Les restrictions d'utilisation du Pentagone limiteront-elles leur efficacité? La tension dans la région de la mer Noire ne fera qu'augmenter. Sur le front syrien, l'intervention financière russe pourrait stabiliser la monnaie à court terme. Mais une transition politique est prévue pour septembre. La Syrie sortira-t-elle de cette dépendance? Ou bien verra-t-elle sa souveraineté s'éroder encore plus? La lassitude des citoyens de la nation d'Europe de l'Est pourrait avoir des conséquences inattendues. Si le moral baisse, la résistance pourrait s'en trouver affectée. L'histoire a montré que l'opinion publique est un facteur déterminant dans les conflits prolongés. Les attaques de drones sur le territoire russe vont-elles s'intensifier?
La situation autour des centrales nucléaires reste précaire. Les risques d'escalade sont très réels. Le conflit en cours n'est pas seulement une guerre locale. C'est une guerre par procuration entre l'Occident et la Fédération de Russie. L'escalade technologique et les restrictions d'utilisation montrent bien la danse délicate pour éviter un conflit encore plus grand. Donnez votre prévision sur la durée du conflit en Europe de l'Est. Quelle serait la date de sa fin et pourquoi? Le prestige de la Fédération de Russie est mis à mal par des incidents comme l'avion de chasse contre le poteau. Des alliés de Moscou, comme l'Arménie, montrent des signes de mécontentement. Les entreprises de défense américaines sortent gagnantes de ce scénario. Les analystes pro-Chine au Pentagone, comme Colby, voient leurs arguments renforcés car l'attention se détourne vers l'Est. La population de la nation d'Europe de l'Est, en revanche, perd de son optimisme. La souveraineté syrienne est compromise et la sécurité des infrastructures civiles en Russie est menacée. Les négociations de paix s'enlisent. Un incident inattendu pourrait-il déclencher une crise diplomatique majeure? Le scénario le plus probable est que la nation d'Europe de l'Est recevra des missiles. Ses capacités défensives seront augmentées, mais les restrictions d'utilisation limiteront son impact offensif profond en Russie. Le conflit restera dans une impasse. L'aide russe stabilisera la Syrie en surface, mais la dépendance augmentera. Un incident inattendu, comme l'avion en Arménie interprété comme un acte intentionnel, pourrait déclencher une crise diplomatique encore plus grande. C'est un jeu périlleux où les gains sont minimes et les risques immenses. L'Arménie, historiquement un allié de poids pour la Russie dans le Caucase, est en pleine réorientation stratégique. Les tensions avec l'Azerbaïdjan, exacerbées par le conflit au Haut-Karabakh, ont poussé Erevan à diversifier ses partenariats de défense. Alors que Moscou est perçu comme un garant de sa sécurité, sa réponse, jugée insuffisante lors de la récente offensive azérie, a créé un profond ressentiment. C'est dans ce contexte que les manifestations contre la présence militaire russe prennent de l'ampleur. La base de Gyumri, symbole de l'influence russe, devient un point de cristallisation des frustrations populaires et politiques. L'incident de l'avion de chasse, qu'il s'agisse d'un accident ou d'une provocation, a ajouté de l'huile sur le feu, illustrant la fragilité de cette alliance historique. Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian, sous pression de l'opposition et d'une partie de la population, explore activement des collaborations avec des nations occidentales comme la France et les États-Unis. Des exercices militaires conjoints ont été menés et des discussions sur l'acquisition d'équipements militaires non russes sont en cours. Cette diversification est un camouflet pour Moscou, qui voit son influence s'éroder dans son étranger proche. L'Arménie, membre de l'Organisation du Traité de sécurité collective, OTSC, dominée par la Russie, émet de sérieuses critiques sur l'efficacité de cette alliance. L'avenir de l'OTSC et de la présence russe dans la région est désormais une question ouverte, complexe et pleine d'incertitudes. Les implications de ces dynamiques géopolitiques s'étendent bien au-delà des frontières de l'Europe de l'Est. La relation triangulaire entre les États-Unis, la Russie et la Chine est en constante évolution. La nouvelle politique du Pentagone, qui semble privilégier une confrontation stratégique avec la Chine, pourrait avoir des répercussions inattendues sur le soutien à la nation frontalière. Certains analystes suggèrent que cette orientation pourrait affaiblir la résolution américaine à fournir un soutien illimité à Kiev, craignant qu'une trop grande implication en Europe ne détourne des ressources et de l'attention de la région Indo-Pacifique. Le rôle. Delbridge Colby, en tant que figure influente plaidant pour une focalisation sur la Chine, est un indicateur clé de cette tendance. Ses arguments, basés sur la notion de compétition de grande puissance, mettent en avant la nécessité de concentrer les ressources sur le défi chinois, perçu comme le principal rival stratégique à long terme. Cette perspective pourrait indirectement servir les intérêts de Moscou en réduisant la pression militaire et financière exercée par l'Occident sur la Fédération de Russie. Paradoxalement, cela pourrait également encourager Pékin à renforcer ses liens avec Moscou, créant un bloc de puissance révisionniste contre l'ordre international établi par les États-Unis. Le volet technologique de ce conflit est également en pleine mutation. L'utilisation massive de drones, non seulement pour la reconnaissance mais aussi pour des attaques ciblées en profondeur sur le territoire russe, représente une évolution significative.
Ces drones, souvent de fabrication artisanale ou modifiés à partir de modèles commerciaux, sont devenus une arme asymétrique efficace. Leur faible coût de production par rapport aux infrastructures ciblées, raffineries, centrales électriques, dépôts de carburant, en fait un outil de choix pour harceler l'adversaire et perturber ses capacités logistiques et économiques. Les défenses aériennes russes, bien que sophistiquées, sont mises à rude épreuve par l'ampleur et la fréquence de ces attaques. L'abattage de plus de 150 drones en une seule nuit témoigne de la saturation des systèmes de défense et de la résilience des opérateurs de drones. Cette guerre des drones est aussi une guerre de l'innovation, où chaque partie cherche à développer de nouvelles tactiques pour contourner les systèmes adverses. Le déploiement de ces drones, parfois portant des symboles ethno-territoriaux, est aussi une guerre psychologique visant à affaiblir le moral de la population russe et à semer le doute sur la capacité de leur gouvernement à protéger le territoire national. Les centrales nucléaires, comme celle de Koursk, sont des cibles particulièrement sensibles, et toute attaque à proximité de ces installations soulève des préoccupations de sécurité majeures, rappelant les risques d'une catastrophe nucléaire potentielle. Sur le plan économique, le soutien financier de la Russie à la Syrie est un exemple éloquent de soft power et de tentative de stabilisation de ses alliés stratégiques. Cependant, le cas de la livre syrienne illustre les limites de cette approche. L'impression massive de nouvelles coupures, censées remplacer les anciennes devenues quasi sans valeur, est une mesure de dernier recours pour tenter de restaurer un semblant de confiance dans la monnaie nationale. Mais sans réforme économique structurelle profonde, sans un retour de la confiance des investisseurs et de la population, et sans une résolution des sanctions internationales, une simple injection de liquidités par un bienfaiteur étranger ne peut résoudre les problèmes fondamentaux. La circulation de 40 000 milliards de livres syriennes en dehors du système bancaire est un indicateur alarmant de la méfiance généralisée envers les institutions financières et du recours à l'économie informelle. Cela met en lumière la fragilité de l'État syrien, incapable de contrôler sa propre politique monétaire et de réguler son économie. La Russie prend un risque financier considérable en s'engageant aussi fortement, mais elle y voit un moyen de consolider sa présence au Moyen-Orient et de maintenir un allié stratégique à flanc de l'OTAN. La transition politique prévue pour septembre en Syrie pourrait être un moment charnière, où l'État syrien tentera de retrouver une certaine autonomie, ou au contraire, s'enfoncera davantage dans la dépendance vis-à-vis de Moscou. La question de la lassitude de la population dans la nation d'Europe de l'Est est un facteur souvent sous-estimé dans l'analyse des conflits. Les chiffres des sondages sont éloquents. Une légère baisse de l'optimisme quant à une victoire totale et une augmentation de ceux qui craignent une durée prolongée du conflit sont des signaux faibles mais importants. La guerre n'est pas seulement une affaire d'armes et de tactiques militaires. Elle se joue aussi sur le front psychologique et social. Une population fatiguée par des années de conflits, de pertes humaines, de destruction économique et d'incertitude peut voir sa résilience s'éroder. Cela peut se traduire par une baisse du soutien aux efforts de guerre, des mouvements de protestation, voire une pression accrue pour des négociations de paix, même si les conditions ne sont pas optimales. Pour les dirigeants de la nation frontalière, il est crucial de maintenir le moral et l'unité nationale, tout en naviguant dans un paysage international complexe où les intérêts des alliés peuvent parfois diverger. La livraison des missiles est certes une bouffée d'oxygène, mais elle doit être accompagnée d'une stratégie claire pour rassurer la population et lui donner la perspective d'une fin gérable au conflit. La tension dans la mer Noire, elle aussi, est un baromètre crucial des dynamiques régionales. La présence navale russe y est significative et les attaques de drones maritimes par la nation frontalière ont eu un impact sur ses capacités. L'augmentation des capacités de missiles de la nation frontalière, notamment des missiles capables de cibler des navires, pourrait redéfinir l'équilibre naval. La mer Noire est une voie maritime stratégique pour le commerce et le transport d'énergie, ainsi qu'un espace de projection de puissance pour la Russie. Toute altération de l'équilibre militaire dans cette région a des répercussions immédiates sur la navigation, le commerce international et la sécurité énergétique. Le grain ukrainien, vital pour la sécurité alimentaire mondiale, est particulièrement vulnérable au blocage maritime.
Le rôle des informations et de la désinformation dans ce conflit est également central. Les déclarations de Donald Trump, le rapport du Wall Street Journal, les rumeurs autour d'Elbridge Colby et les affirmations anonymes transmises via Telegram, tous contribuent à un paysage informationnel complexe et souvent contradictoire. Le bruit médiatique rend difficile de distinguer la vérité des récits partiaux ou des opérations d'influence. La demande de Zelensky d'une rencontre sans préalable avec Poutine, par exemple, peut être interprétée de multiples façons, en fonction des objectifs et des biais de l'analyste. Il est crucial pour le public de développer un esprit critique aiguisé et de diversifier ses sources d'informations pour tenter de reconstituer une image aussi fidèle que possible de la réalité. Les guerres de l'information sont devenues une composante intégrale des conflits modernes, où la perception du public peut être tout aussi importante que les gains territoriaux sur le champ de bataille. La résilience des infrastructures énergétiques russes face aux attaques de drones est un défi majeur pour Moscou. Les raffineries de pétrole et les terminaux gaziers sont des cibles à haute valeur stratégique. Leur destruction ou leur endommagement peut avoir un impact significatif sur les revenus pétroliers et gaziers de la Russie, qui sont cruciaux pour financer son effort de guerre. La capacité de la Russie à réparer rapidement ses infrastructures et à maintenir ses opérations est un test de sa résilience économique et industrielle sous la pression. Les attaques sur le territoire russe, en dehors des zones frontalières immédiates, représentent une escalade et un test des lignes rouges non déclarées. La réaction de Moscou à ces attaques continue de se durcir, avec des représailles plus intenses, créant un cycle d'escalade. Enfin, la question des terres ethniques, évoquée par le bataillon de drones Rugby Team, est une dimension historique et identitaire profonde de ce conflit. L'idée que la nation d'Europe de l'Est n'oublie jamais ses terres ethniques renvoie à des siècles d'histoire complexe, de frontières mouvantes et de populations déplacées. Cela ajoute une couche de justification morale et historique. Aux opérations militaires, transcendant la simple défense territoriale. Cela rend toute négociation de paix encore plus complexe, car elle touche à des questions d'identité nationale et de mémoire collective qui sont souvent intransigeantes. La question est, où se situe la ligne rouge entre les intérêts des différentes puissances dans ce conflit? Partagez vos réflexions. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos analyses critiques et impartiales. Activez la cloche pour être alerté de nos prochaines vidéos. Partagez ce contenu avec ceux qui veulent comprendre les faits sans fioritures. Votre soutien nous aide à continuer à démasquer les vérités cachées dans les coulisses du pouvoir.